Salut tout le monde et bienvenue sur Deconomia. Alors aujourd'hui, on va parler du rapport CAP 2022. Alors CAP 2022, c'est un rapport qui a été sorti le mois dernier par le gouvernement et qui vise à réformer de fond en comble la fonction publique. Alors évidemment, l'objectif principal, du moins tel qu'il a été énoncé par ses auteurs, c'est évidemment de libérer les énergies, de transformer l'État, de faire entrer la France dans la modernité. Ce rapport, il part d'un constat très simple. L'État est inefficace, il y a trop de bureaucratie, il y a trop de rigidité, il faut changer tout ça. Quelle est la solution proposée par CAP 2022 ? Eh bien, le rapport mentionne 3 leviers d'action. Le premier levier, c'est évidemment la baisse de coûts. La baisse de coûts, ça passe par 2 choses. La première, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires, 130 000 postes à horizon 2022. Et la deuxième, c'est de mettre fin aux règles classiques d'avancement des fonctionnaires. Oui, car aujourd'hui, les fonctionnaires, ils ont droit à un statut, et en fait, lorsqu'ils dépassent un certain niveau d'ancienneté, ils peuvent progresser en grade, ce qui leur donne droit à de nouvelles fonctions et donc à une meilleure rémunération. Et pour limiter la progression de la masse salariale de la fonction publique, le gouvernement entend donc mettre fin à toutes ces règles d'avancement pour plafonner les rémunérations. Deuxième levier, mettre les agents en compétition. Et comment fait-on ça ? Eh bien, on instaure des rémunérations variables qui sont basées sur la performance des agents. On va donc les évaluer, on va faire en sorte qu'ils soient le plus productifs possible. Toutefois, il y a un objectif caché derrière cette mesure, qui est tout simplement de casser la solidarité qui fait aujourd'hui la force de la fonction publique. Et oui, parce que si demain les agents sont évalués constamment, sont traités de manière différenciée, avec des rémunérations variables, eh bien pourquoi se mobiliser en cas de réforme, puisque de toute manière on ne partage plus le même statut. Comme ça, lorsqu'il y aura une prochaine réforme, eh bien on peut s'assurer que la mobilisation sera beaucoup plus faible. En fait, ce modèle qui vise à évaluer les agents, à évaluer leur performance, il est importé du privé. Et ce modèle qui est présenté comme moderne est en réalité le plus archaïque qui soit dans toutes les théories du management qui ont été créées à ce jour. En fait, ce modèle, il part du principe que l'agent ou le salarié ne veut pas travailler, qu'il veut en faire le moins possible, et donc le seul moyen de faire en sorte qu'il fasse ses tâches, c'est tout simplement de le contraindre, et même de le contraindre jusqu'à l'excès, afin de s'assurer que la productivité attendue soit au rendez-vous. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui le recul historique pour savoir que ce modèle, il fonctionne pas très bien, et même il fonctionne plutôt mal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il génère des externalités négatives qui vont alourdir significativement le coût de la main-d'œuvre. Ça génère des externalités en termes d'accidents du travail, en termes d'arrêt maladie prolongé, mais aussi en termes de renouvellement de la main-d'œuvre et de formation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a toujours une fraction plus ou moins importante des salariés qui ne supportent pas les méthodes de management et qui démissionnent. Et donc forcément, il faut renouveler les agents, il faut chercher de nouvelles personnes, il faut les former et tout ça génère un surcoût et fait perdre en productivité. Et puis en plus, il y a un coût tout simplement en termes de surveillance des agents, parce que ça coûte de l'argent de les surveiller. Au final, le plus efficace, c'est de faire en sorte que les agents veulent travailler d'eux-mêmes, qu'ils fassent d'eux-mêmes les efforts nécessaires, qu'ils s'investissent dans l'organisation, que ce soit l'État ou l'entreprise, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'apporter la productivité qui soit la plus élevée possible. Et le problème dans ce modèle où on presse les agents, où on les évalue de manière permanente, c'est tout simplement qu'ils ne se sentent pas valorisés. Ils ont l'impression d'être des pions interchangeables qu'on pourrait remplacer d'une manière ou d'une autre. En fait, on les infantilise, on leur fait comprendre qu'ils ne veulent pas bosser et que donc on va les surveiller, on va les materner et donc ils ne vont pas chercher à s'investir dans l'entreprise ou dans l'État. Ils vont simplement faire le minimum possible, ils vont faire simplement les tâches qu'on leur demande de faire, mais jamais plus. Et au final, ils vont correspondre de manière paradoxale à l'idéal type du salarié ou de l'agent que le modèle défendait, à savoir la personne qui veut faire le moins possible et qui va faire simplement les choses parce qu'on l'a contraint. Et ben ils vont finir par se comporter comme ça, un peu comme une prophétie autoréalisatrice, alors même qu'à l'origine c'était pas forcément le cas. Troisième levier, faire entrer directement le privé dans tout un pan d'activité de la fonction publique. Par exemple, CAP 2022 parle d'engager des professeurs au titre de contrat de droit privé. Ça veut dire qu'on pourra embaucher comme on veut des profs et les virer comme on le souhaite. En fait, il y aura des professeurs qui seront des contractuels, qui n'auront pas de statut, et d'autres qui auront toujours un statut, mais on ne sait pas trop comment ça va se répartir. Est-ce que désormais tous les nouveaux professeurs seront des contractuels ? Est-ce que ça sera une petite partie ? Est-ce que ça sera une grosse partie ? On n'en sait rien. Alors il y en a qui trouvent que c'est génial parce qu'ils nous expliquent que désormais les professeurs ils vont être obligés d'être performants, sinon on va les virer, qu'ils vont enfin devoir travailler parce qu'aujourd'hui les professeurs ça travaille pas beaucoup. Mais moi ce qui me gêne dans cette réforme c'est qu'on va dégrader de manière considérable le statut des professeurs. Et il y a plein de gens qui disent ouais mais c'est bien parce qu'aujourd'hui les enseignants ils travaillent pas assez, ils ont trop d'avantages, c'est scandaleux qu'ils travaillent si peu. Moi je trime, eux ils ont énormément de vacances, etc. Et c'est vrai qu'embaucher des contractuels, enfin je veux dire, les contractuels ils ont de moins bonnes conditions de travail qu'un enseignant à statut. Ils ont sans doute beaucoup moins de vacances, pas forcément une meilleure paye, et en plus ils travaillent davantage.
Sauf que les gens, moi je me pose cette question. Est-ce que vous avez déjà mis vos enfants à l'école ou est-ce que vous-même vous sortez récemment de l'école? Moi je me souviens, je suis sorti récemment du secondaire et si c'est le cas pour vous ou que vous avez des enfants qui sont actuellement dans le secondaire, vous allez vous reconnaître dans mon récit. Moi il y a toujours eu ce professeur ou cette prof qui m'a impressionné, qui était super forte ou super fort et où je me disais vraiment waouh, ce professeur il m'a vraiment ouvert les yeux sur telle ou telle matière. Et en fait, il était un peu tout seul par rapport aux autres enseignants, parce qu'il y a quand même pas mal de profs qui sont pas très bons dans l'enseignement secondaire. Il faut être honnête, qui sont pas très pédagogues. Si demain on embauche énormément de contractuels, il faut comprendre que les conditions de travail des enseignants elles vont se dégrader. Et donc il y aura encore moins de gens brillants d'une classe d'âge qui vont se diriger vers les métiers de l'enseignement. Et la seule conséquence qu'on aura, c'est d'avoir de moins bons profs. Alors moi je me pose cette question. Est-ce que vous voulez embaucher des contractuels parce que vous pensez juste que c'est normal que les professeurs aient les mêmes conditions de travail que nous et avoir une moins bonne éducation? Ou au contraire, est-ce qu'on met les moyens qu'il faut, quitte à avoir des profs à statut, qui soient un peu des privilégiés et avoir tout simplement une meilleure éducation pour nos enfants? Parce qu'au final, c'est ça qui est important et on sait que la qualité des professeurs, c'est un critère qui est déterminant dans la réussite des élèves. En fait, j'ai le sentiment avec cette réforme qu'on essaye de faire passer un manque de moyens pour un problème d'organisation des services et de productivité des services de l'État. Et en fait, les personnes qui expliquent que c'est un problème d'organisation, ils vont justifier leur démarche en citant souvent les chiffres de la dépense publique dans le PIB. Ils vont dire la France dépense 57% des dépenses publiques par rapport à son PIB, c'est énorme. En Allemagne, c'est 43%, alors que ça va beaucoup mieux. Voilà, les services de l'État ne sont pas assez efficaces, l'État est un problème, il est inefficace, il y a trop de bureaucratie, etc. etc. Sauf qu'en réalité, ces personnes-là ne vous expliquent jamais comment ces chiffres sont construits, comment on arrive à ce chiffre de 57%. En fait, il faut savoir qu'en France, d'une part, il y a un plus grand nombre de services qui rentrent dans le giron de l'État que dans d'autres pays. Par exemple, on a un système de retraite qui est totalement public, nos universités sont publiques, notre système de santé il est public aussi, il y a énormément d'activités qui rentrent dans le domaine public en France. Et tout ça, effectivement, grossit la taille, la part de l'État dans la richesse nationale. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'État il est inefficace, parce que ces dépenses-là, elles existent également à l'étranger. Par exemple, en Allemagne, les systèmes de retraite, ils passent également beaucoup par le privé, et donc c'est pas comptabilisé dans les chiffres du PIB, mais ça ne veut pas dire que les Allemands n'ont pas de retraite. Le deuxième facteur du poids de l'État en France, c'est ce qu'on appelle le taux de dépendance. C'est notre situation démographique qui fait qu'en France, on a un poids plus élevé de l'État que dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'on a des générations jeunes qui sont comparativement plus nombreuses aux autres pays européens, qui n'ont pas encore l'âge de travailler et qui donc coûtent au système public. Et puis à l'inverse, on a des retraités qui sont nombreux également, parce que ce sont les générations du baby-boom qui désormais partent à la retraite. Et donc forcément, la génération du milieu, c'est celle qui paye pour tout le monde, c'est celle des actifs, et cette génération-là, en fait, elle est, en termes de proportion, moins nombreuses que dans d'autres pays européens. Et tout ça, évidemment, alourdit le poids de l'État dans la société. Le troisième facteur, c'est qu'en France, on a fait des choix de souveraineté qui font qu'on a des dépenses comparativement plus élevées qu'ailleurs. Par exemple, en France, on a le deuxième réseau diplomatique du monde, et donc forcément, tout ça a un coût, et c'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères, il a un budget conséquent. Voilà, parce qu'il contribue au rayonnement et à la puissance de la France. De la même manière, en France, on a une défense nationale qui est relativement autonome, et donc forcément, nos dépenses militaires sont relativement plus élevées que dans d'autres pays européens. Et tout ça contribue à alourdir le poids de l'État dans la richesse nationale. Et en fait, quand on additionne ces trois facteurs, le fait qu'il y a beaucoup d'activités qui passent par le public, qu'on a une situation démographique particulière, et enfin qu'on a des domaines de souveraineté qu'on assure nous-mêmes plutôt que de déléguer à d'autres pays, ce qui n'est pas le cas pour le reste des pays européens, on se rend compte que le poids de l'État en France, il n'est pas du tout si exceptionnel que ça. Bon d'accord, admettons donc qu'il n'y ait pas de problème d'efficacité dans les services publics de l'État, mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas quand même améliorer les choses? Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer le service de l'État? Parce que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que dans beaucoup de domaines, la qualité du service public, elle se dégrade. Moi, mon point de vue, c'est qu'on peut améliorer les choses et qu'il faut donner davantage de moyens. Même si le poids de l'État il est déjà très élevé, eh bien dans certains domaines, il faut accepter de donner davantage d'argent. Par exemple, dans les universités, dans les hôpitaux, également à l'école, bref, dans tout un tas de domaines, il faut accepter de donner davantage d'argent. Il faut arrêter de voir uniquement cette dépense publique comme une dépense, justement, parce que ce n'est pas qu'une dépense. Pour beaucoup, c'est un investissement. Lorsqu'on investit dans l'université, lorsqu'on investit dans les écoles primaires, lorsqu'on investit dans la santé, on contribue à la richesse nationale. Parce que, d'une part, on fait de la dépense et que ça crée de la richesse sur le moment, mais en plus, on améliore le niveau d'éducation ou le niveau de santé de la population. Et tout ça contribue à générer davantage de richesse. Et en fait, le meilleur moyen de réduire la dépense publique, à long terme,
c'est tout simplement d'avoir davantage de croissance. Et on n'arrivera jamais à avoir davantage de croissance si on passe notre temps à faire de la rigueur budgétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air et puis à partager la vidéo autour de vous. Et si jamais vous êtes intéressé par ce type de contenu ou ce type de sujet, eh bien n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos que je vais faire afficher bientôt sur l'écran. Voilà, normalement c'est bon. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je publie régulièrement des vidéos sur ce type de sujet, sur des sujets d'économie, de finance, d'optimisation fiscale, bref sur tout un tas de thématiques d'économie hétérodoxe. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à la chaîne. Et pour finir, je vous souhaite que du bonheur et à très bientôt. A plus les gens!